Bonjour, je m'appelle Marc Lemazy, je suis journaliste, j'ai été rédacteur en chef adjoint du Parisien aujourd'hui en France, chroniqueur aussi à France Inter, voilà, et donc je m'intéresse à l'écologie radicale. J'ai écrit un bouquin qui est paru chez Flammarion, un livre d'enquête qui est paru chez Flammarion début janvier. Le point de départ de ce livre, c'est l'émergence en France de toute une série de mouvements, Extinction Rebellion par exemple, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, épisode qui a duré assez longtemps, entre 2009 et 2018 disons, mais qui a été un mouvement très spectaculaire de manifestation de cette écologie très radicale, les groupes animalistes radicaux également, et je me suis demandé s'il se passait quelque chose de nouveau en France, s'il y avait l'émergence comme ça d'une nouvelle radicalité, et c'est tout l'objet du livre et de l'enquête que j'ai faite. Donc ça n'est pas un essai, ça n'est pas un pamphlet anti-écologiste, c'est un livre de journaliste, c'est-à-dire que c'est une enquête sur le terrain où je suis allé voir ces groupes, essayer de comprendre qui ils étaient, combien ils étaient, quelle influence ils avaient dans la société française, des reportages, des portraits, voilà, sur les outils classiques du journalisme et qui permettent de dresser une espèce de typologie, de panorama comme ça de l'écologie radicale, qui est un mouvement un peu complexe à décrypter et à cartographier, parce que ce sont des groupes très différents les uns des autres, hein, parfois antagonistes, hein, mais qui ont plusieurs points communs. Donc je vais commencer par ça, et puis après on verra peut-être les différences et les différentes familles. Le point commun, c'est pour l'essentiel de ces mouvements un anticapitalisme virulent, le capitalisme étant considéré comme la source de tous les maux. Un substrat idéologique assez proche des théories anarchistes et libertaires. Et puis, ça c'est un phénomène plus nouveau, la volonté de relier le combat pour l'écologie, pour la défense de la planète, avec le mouvement social. Donc essayer de faire une convergence entre par exemple, un certain nombre de mouvements de jeunes pour le climat et les gilets jaunes. Donc c'était le fameux slogan fin du mois, fin du monde, même combat. Et puis quelque chose qui a beaucoup marqué les esprits, même si je pense que sur le terrain c'était pas extrêmement important, mais en tous les cas dans le débat intellectuel, dans la controverse idéologique, ça a beaucoup marqué les esprits et beaucoup d'observateurs. C'est la volonté de relier aussi le combat écologiste au combat féministe, au combat pour les droits sociaux, je le disais, le combat contre les personnes racisées, donc avec une pensée très décoloniale, le combat évidemment pour la défense de l'identité de genre, bref, ce qu'on a appelé l'intersectionnalité, ce que d'autres ont préféré appeler le wokisme, et donc ça a permis à un certain nombre d'acteurs de l'écologie radicale, et en particulier Sandrine Rousseau, de se créer des réseaux extrêmement influents dans les cercles militants, pas forcément sur le terrain, mais dans les cercles militants, et d'avoir une audience très forte qui lui a permis de faire quasiment jeu égal avec Yannick Jadot à la primaire de l'écologie en septembre. Donc voilà, essayer de comprendre quel était ce mouvement. Donc voilà les points communs. Les différences, c'est les différences d'approche de la cause écologiste. Le mouvement le plus simple à décrypter, c'est probablement été l'apparition en France dans les années 2018-2019 de la branche française du mouvement de Greta Thunberg. Greta Thunberg, donc cette jeune suédoise qui a voulu alerter sur les dégâts à l'environnement et l'inactivité des gouvernements au travers d'un mouvement qui s'appelait Friday for Climate, c'est-à-dire un mouvement de grève dans les lycées, dans les collèges, tous les vendredis,
pour protester contre l'inaction politique. Ce mouvement a eu un prolongement en France, hein. Donc c'est Youth for Climate, les jeunes pour le climat. Et autour de ce mouvement sont intervenus plusieurs autres groupes. Un qui était déjà ancien, déjà là, et qui a pris de l'importance à ce moment-là, qui s'appelle Alternatiba, d'origine basque, comme son nom l'indique, qui a été créé par un ancien militant basque qui s'est reconverti en quelque sorte dans l'écologie. Et puis un autre mouvement qui est venu, lui, d'Angleterre, qui est Extinction Rebellion. Extinction Rebellion, qui est probablement le mouvement le plus organisé, même si Alternatiba est une puissance très ancrée dans les territoires, mais dans l'activisme politique, Extinction Rebellion, c'est une forme nouvelle, sous forme notamment d'occupation des lieux stratégiques dans les villes. Donc à Londres, ils ont occupé par exemple tous les ponts de Londres pendant 2-3 jours. À Paris, Extinction Rebellion a occupé la place du Châtelet. Donc ça, c'était à l'automne 2019. Donc des militants extrêmement actifs et qui ont pour stratégie politique et d'action la désobéissance civile non violente. Donc ça, on pourra revenir sur ce concept parce que c'est pas sûr que ça tienne très longtemps. L'aspect non violent de la désobéissance civile. Donc voilà, ça ce sont les jeunes pour le climat qui sont assez différents des zadistes. Les zadistes, donc ça c'est un mouvement de jeunes également, plutôt issu de la culture anarchiste et libertaire, aussi de la culture des squats, qui chez les jeunes activistes d'extrême gauche a été très importante dans les années 80-90. Donc là, c'est l'idée typiquement anarchiste d'occuper un lieu, de le sortir de la République pour en faire une enclave, débarrasser l'état de droit, où on va à la fois former des militants à l'action de résistance et de combat. Donc c'est une espèce de lieu d'enseignement des techniques militantes, et c'est aussi une façon de préfigurer dans sa pratique de la gestion du lieu, par exemple la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, ce que serait la société idéale de demain. Donc une société très horizontale, sans chef, sans leader, de démocratie directe. Voilà, donc ça, ce sont les zadistes. Ça découle, très directement, effectivement, de ce qu'a préconisé un théoricien anarchiste américain qui s'appelle Hakim Bey, qui s'est vu pour les premières fois dans les grands mouvements altermondialistes, au moment des grandes protestations contre les sommets de l'OMC ou de l'OTAN, où on voyait la création de villages qui étaient des enclaves. C'était déjà la même idée que l'on retrouve d'enclaves pirates dans les rave parties. Voilà, c'est la même culture. Ce que les anarchistes appellent les TAZ, les zones temporaires d'autonomie, qui sont devenues donc en France les ZAD, les zones. C'est un jargon administratif qui a été détourné, c'est les zones indéfendantes. Donc il y en a eu une dizaine en France assez actives, dont l'une, celle de Notre-Dame-des-Landes, qui a été une sérieuse épine dans le pied de tous les gouvernements de François Hollande, pour une raison simple, c'est que il y avait au sein du gouvernement donc le Premier ministre qui était un des partisans les plus acharnés de cet aéroport du Grand Ouest, et un ministre de l'Intérieur qui était très arc-bouté sur la défense de l'ordre républicain. Et donc ils ont mené une immense opération, qu'ils ont eu la mauvaise idée d'appeler l'opération César, pour essayer de déloger les zadistes, qui étaient à l'époque entre 300 et 400 personnes. Ce qu'ils n'avaient pas vu ou pas compris ou pas voulu voir, c'est qu'en fait les zadistes étaient alliés dès le départ sur le terrain avec les paysans. Cette zone de la Loire-Atlantique est
un bastion de la Confédération paysanne, et l'alliance entre les paysans qui refusent l'expropriation et les jeunes zadistes, ça donne un cocktail qui est très difficile à déloger dans une zone de bocage, de bois. Bon. Et donc les forces qui ont été envoyées là-bas, qui étaient très nombreuses, les gardes mobiles, les gendarmes mobiles, etc., se sont heurtés à une résistance très, très vive. Et à partir du moment où, 2 ans plus tard, il y a eu un mort dans une autre ZAD, la ZAD de Sivens, il était hors de question pour le gouvernement socialiste de lancer un nouvel assaut qui aurait pu déboucher sur un mort. Parce que ça fait un martyr. Et donc, voilà, donc ça, ce sont les ZAD. Les ZAD sont très différents d'un autre mouvement, qui est un mouvement qui était né dans les années 70, qui avait un peu disparu et qui revient, qui est ce que j'appelle moi les néo-utopistes, c'est-à-dire c'est l'idéal communautaire. L'idée, c'est puisque notre mode d'organisation sociale et économique, on revient sur l'idée du capitalisme, des structures de la nature, nous mène à la catastrophe climatique, alors il faut se réfugier dans des enclaves, dans des zones qui sont des petites communautés avec une empreinte carbone extrêmement basse, qui donne à voir ce que pourrait être un nouveau mode de vie. L'apôtre le plus connu de ce néo-communautarisme ou néo-utopisme, c'est Pierre Rabhi, qui est mort à la fin de l'année dernière. Donc voilà, là ce sont des gens complètement pacifistes qui retrouvent l'idéal communautaire des années 70. L'urgence climatique en plus. Voilà, donc ça ce sont ce que j'appelle moi les néo-utopistes. Et puis, très proche des néo-utopistes, un autre mouvement né dans les années 70 qui avait disparu et qui revient également à l'occasion de la crise climatique, c'est la décroissance. La décroissance, c'est une idéologie à la fois politique, enfin philosophique, politique et économique, de sortie du capitalisme pour aller vers un monde où le travail n'est pas obligatoire. Parce que le travail, c'est la production. La production, c'est l'extraction de ressources. C'est la création de richesses, donc d'inégalités. Et c'est assis, cette civilisation, sur les énergies fossiles. Et donc, ça mène forcément, là encore, à la catastrophe climatique. Donc l'idée, c'est de revenir à un mode de vie extrêmement simple, extrêmement sobre, avec l'utilisation de low-tech, par opposition au high-tech. Donc on interdit l'obsolescence programmée, on interdit la publicité, on donne à chacun une ressource pour vivre, une allocation que verse l'État à vie, pour vous débarrasser de l'obligation de travailler, et puis vous allez cultiver votre jardin. Donc voilà, c'est une société extrêmement sobre. C'est une idée qui gagne du terrain en France. Les sondages d'opinion montrent qu'il y a en gros la moitié de la population française, qui est énorme, qui pense qu'effectivement, si on veut échapper à l'urgence climatique, il faut changer radicalement de modèle économique. Et quand on parle de changer radicalement de modèle économique, on tombe sur l'idée de la décroissance. Et je dis que c'est une idée qui infuse dans la société française parce que j'ai beaucoup enquêté sur le mouvement de la décroissance et il y a énormément de groupes très actifs sur les réseaux sociaux dits de simplification volontaire. C'est des gens qui utilisent les circuits courts, les AMAP, qui refusent d'aller au supermarché et de cautionner la consommation de masse, qui ne prennent plus l'avion, qui se déplacent le moins possible en voiture. Voilà, l'idée de la démobilité, c'est aussi une idée qu'on a retrouvée dans la campagne des primaires écologistes. Donc voilà, ça c'est le mouvement de la décroissance. Et il y a au sein aujourd'hui d'Europe Écologie Les Verts, Delphine Batho, qui pendant la campagne de la primaire s'est fait la porte-voix d'une écologie qu'elle appelle, enfin une écologie radicale, axée, fondée sur la décroissance. Qui était encore une fois une idée qui avait quasiment disparu en France et qui revient en force. Donc voilà, ça ce sont des mouvements, ce qui est très frappant pour les uns comme Extinction Rebellion ou des Jeunes pour le climat, des mouvements qui viennent de l'étranger,
ou alors des mouvements qui étaient nés dans les années 70, dans la période post-68, avec des penseurs qu'on redécouvre aujourd'hui. Je pense à Jacques Ellul, Bernard Charbonneau, des gens comme ça, Ivan Illich, et qu'on voit une jeune génération qui s'empare de ces auteurs pour redécouvrir une pensée à la fois technocritique, décroissante, et qui préfigurait, enfin qui allait jeter les bases de l'écologie contemporaine. Donc voilà, ça c'est un certain nombre de mouvements, soit venus de l'étranger, soit venus des années 70. Et puis il y a des mouvements complètement nouveaux. Le plus spectaculaire, c'est le mouvement qu'on appelle la collapsologie. La collapsologie, c'est deux auteurs, en particulier un, le plus célèbre, qui s'appelle Pablo Servigne, qui était un scientifique, et qui a décidé de vraiment documenter le risque, documenter au travers des travaux scientifiques, de documenter le risque réel d'effondrement de la société, lié à la conjonction de crises climatiques, économiques et sociales. Donc voilà, c'est une espèce de collection de tout ce qui se publie, on va commencer évidemment par les travaux du GIEC, sur les dangers de ce qu'on appelle l'Anthropocène, c'est-à-dire cette période géologique nouvelle dans laquelle l'action de l'homme devient telle qu'elle modifie le climat. Et dans un sens évidemment extrêmement dangereux pour l'avenir de la planète. La collapsologie, il y a les ultras de la collapsologie. Le plus connu, c'est Yves Cochet, ancien ministre de l'Environnement, écologiste, qui lui pense que l'effondrement systémique global de notre civilisation, il est certain, disons pour faire vite, il est très probable en 2025 et certain en 2030. Et donc quand vous pensez que tout va s'effondrer, c'est-à-dire que il n'y aura plus d'approvisionnement en énergie, en alimentation, en eau, les États auront disparu, etc., vous arrivez très très rapidement à un autre mouvement que moi j'appelle les survivalistes écolos, très différents des survivalistes américains qui, eux, sont nés au moment de la guerre froide de la crainte d'une invasion et d'une attaque nucléaire soviétique, et donc qui avait été très marqué par la crise des missiles de Cuba en 62, et qui donc, eux, se réfugiaient dans les bunkers et s'armaient parce qu'ils pensaient qu'ils avaient peur de deux choses. Ils avaient peur d'une attaque nucléaire soviétique, d'où les bunkers, et ils avaient peur d'une guerre entre les Noirs et les Blancs. Et ça, c'était des mouvements très liés à la fois au parti néo-nazi américain, aux suprémacistes blancs de manière générale, et au mouvement satanique, paradoxalement. Enfin, c'est un boulga un peu difficile à comprendre pour nous, mais connaît l'histoire américaine, ça se comprend plus facilement. Donc ce survivalisme-là n'a rien à voir avec le surréalisme écolo. Le surréalisme écolo, c'est puisque l'effondrement est maintenant quasi certain, il faut donc constituer des communautés résilientes à base d'autonomie alimentaire, énergétique, etc. Donc là, j'ai beaucoup enquêté aussi là-dessus pour aller voir des gens qui, effectivement, sont souvent des gens très installés dans la vie, qui peuvent être ingénieurs, médecins, avocats, et qui tout à coup plaquent tout et vont se réfugier dans les monts du Cantal ou en Corrèze, ils achètent des terrains, des maisons, et ils transforment leurs maisons en une espèce de lieu de résilience capable de survivre à un effondrement. Et par exemple, pour donner quelques exemples de l'action de ces personnes, ils essayent d'avoir le minimum d'équipement de la maison qui fonctionne avec l'électricité. Donc j'ai vu des machines à laver à pédales, par exemple.
Ça, c'est vraiment la low-tech. On utilise la gravitation pour faire des douches, mais il n'y a pas du tout d'électricité. L'eau chaude, ce sont des éoliennes individuelles. On a ces réserves d'eau. Donc, on a la plupart du temps un étang avec un système de filtration de l'eau. Donc voilà, toute une série de stratégies comme ça. On essaye d'avoir des moulins pour faire avec les paysans du coin, de refaire sa farine de manière artisanale, ou des moulins à eau pour créer une source d'énergie. Et là, ce qui est intéressant avec ces survivalistes écolos, c'est que on n'est pas du tout dans le scénario à la Mad Max, hein. C'est-à-dire la résilience se construit en opposition à d'autres groupes, et c'est la guerre pour les ressources. Ce qu'on voit dans Mad Max, pas dans le premier, mais dans les suivants, ça apparaît très fortement. Dans Mad Max, c'était pour l'essence. Là, ça sera plus particulièrement pour l'eau, les ressources vivrières. Et ces survivalistes-là ont l'idée que la résilience doit se faire à l'échelle de villages, ou de communautés de villages. Donc c'est un mouvement social. Et tous ceux que j'ai rencontrés m'ont dit, quand ils parlaient de ça il y a 5 ans, on les prenait pour des fous furieux. Aujourd'hui, quand ils font des réunions, il y a beaucoup de gens qui viennent. Ils sont intéressés par cette idée de l'effondrement, qui est une idée... alors les gens ont été bercés un peu par Hollywood. Il y a beaucoup de films, il y a beaucoup de dystopies. Et donc l'idée de l'effondrement n'est pas une idée qui est complètement absente du paysage mental des Français. Il y a des séries dystopiques, et là il y a un discours qui est construit. La difficulté avec la collapsologie et le survivalisme, c'est que ce que moi j'ai constaté, il y a 2 dérives possibles. Il y a une dérive quand la collapsologie devient la collapsosophie, c'est-à-dire une philosophie de l'effondrement. On a là un discours qui est un discours, une fois que vous avez la révélation de l'effondrement, on va vous enseigner quelle est la philosophie pour l'accepter. Et ça, dans un pays où, notamment chez les jeunes, il y a une forme d'éco-anxiété extrêmement forte, ça peut mener à une dérive pseudo-sectaire. Ça, c'est un danger extrêmement fort. L'autre problème du survivalisme, c'est que ce sont des stratégies, je le disais, individuelles, à l'échelle d'une famille ou d'un village. Ça signifie que ce n'est pas une stratégie politique globale. Et donc c'est une dépolitisation au profit de la résilience individuelle, même si au fond, derrière, il y a une idée politique qui est la reconstruction dans un monde post-apocalyptique de communautés basées sur des réseaux de villages, hein, ou de petites villes. Il y a une dépolitisation du débat, et donc je trouve ça assez là aussi propice à plusieurs types de dérives. Donc voilà, c'est un peu inquiétant. D'autant que il y a une autre dérive qui est très frappante dans le mouvement de l'écologie radicale, et on l'a vu d'abord avec les groupes animalistes, hein, c'est la tentation de la violence. C'est-à-dire que les groupes animalistes radicaux les plus connus, je ne parle pas de L214, qui est un groupe qui est plus proche des lanceurs d'alerte que des activistes violents sur le terrain, mais des groupes comme 269 Libération Animale ou Boucherie Abolition, donc des groupes antispécistes. L'antispécisme, c'est cette philosophie qui consiste à penser que l'homme n'est pas supérieur, n'est pas l'élément le plus haut de la chaîne du vivant, qu'il y a une égalité dans la chaîne du vivant, et que donc les animaux, en tous les cas les animaux qui ont une conscience d'eux-mêmes, ce qui représente quasiment la moitié de la population animale, a un droit de vivre qui est équivalent au droit de l'homme de vivre. Ce qui signifie qu'on ne peut pas, dans la conception du monde d'un antispéciste, on n'a pas le droit de tuer un animal pour le manger. On n'a pas le droit de l'enfermer pour ensuite le tuer pour le manger.
l'antispécisme, c'est une philosophie qui s'apparente presque à un anti-humanisme. Et en tous les cas, qui mène des groupes à libérer les animaux des exploitations, des fermes, des abattoirs, etc., au moyen d'intrusions violentes. À tel point que le gouvernement les gouvernements de François Hollande, et c'était Castaner, ministre de l'Intérieur, ont décidé de créer une cellule spéciale de la gendarmerie qui s'appelait Déméter pour lutter contre les agressions de manière générale, contre les exploitations agricoles, mais également contre les mouvements antispécistes. Ce qui posait d'ailleurs un petit problème, parce que créer une cellule spéciale de la gendarmerie qui s'intéresse à des mouvements politiques, ça posait un vrai problème démocratique et de droit républicain, qui a d'ailleurs été condamné par le tribunal administratif de Paris. Donc voilà, là on a déjà un grand panorama de ce que sont les différentes composantes du mouvement de l'écologie radicale. Après, la question qui se pose, c'est quelle est son influence et en quoi ça peut bouleverser le paysage politique. L'influence, je le disais, c'est une influence qui est souterraine mais réelle, au travers des réseaux sociaux, au travers de l'engagement de centaines de milliers de personnes dans des mouvements animalistes, néo-utopistes, décroissants. Les zadistes ont représenté une force à un moment donné, ou l'engagement dans des mouvements très nouveaux, très liés à ce qu'on a pu appeler le wokisme, comme l'écoféminisme, dont Sandrine Rousseau est la porte-parole aujourd'hui en France. L'écoféminisme, c'est l'idée qu'il y a une cause commune au danger climatique et au combat des femmes contre les formes d'agression sexuelle, c'est le capitalisme patriarcal. Et donc, comme c'est une source commune, eh bien, il faut que les féministes et les écologistes se joignent à un nouveau mouvement, donc l'écoféminisme, qui vise non pas à instaurer un matriarcat, mais qui ne vise pas non plus, comme le voulaient les féministes historiques, à fonder l'égalité entre les hommes et les femmes, mais qui vise à renverser complètement le paradigme actuel et à renverser le capitalisme patriarcal. Et donc tout ce qui est lié à ce capitalisme patriarcal, il faut le déconstruire, à commencer par les stéréotypes. Et ça mène aussi l'écoféminisme à la reconnaissance intégrale des droits LGBT, des droits de toutes les identités de genre, et à la lutte contre toute forme de discrimination. Donc c'est un combat politique extrêmement puissant dans les cercles militants, féministes et écologistes, qui explique la victoire, la quasi-victoire de Sandrine Rousseau à la primaire écologiste, ces réseaux militants. Alors ensuite, qu'est-ce que ça peut donner dans le domaine dans le paysage politique français ? La première chose, c'est que la plupart des mouvements que je décris dans ce livre sont hors système politique, ne croient pas du tout au système politique, ne croient pas à la capacité des hommes politiques de droite ou de gauche à régler le problème du climat, soit parce qu'ils sont prisonniers des lobbies, soit parce que c'est pas dans leur schéma de pensée, c'est-à-dire qu'ils n'y croient pas au fond. C'est un peu dans le look-up, ils n'y croient pas. Il y a aussi une question de génération. C'est pas la même chose d'avoir 20 ans aujourd'hui et d'avoir été biberonné à l'urgence climatique et d'en avoir 50 ou 60 et d'avoir connu 30 glorieuses. C'est pas du tout la même chose. Vous n'avez pas le même schéma mental, vous ne voyez pas les choses de la même manière. Et puis la dernière raison qui fait qu'il y a beaucoup de résistance contre ces mouvements, c'est ce qu'on appelle la géo-ingénierie, qui peut aller jusqu'au transhumanisme, c'est l'idée que la technologie va nous sauver. Bon, avec des idées parfois saugrenues, on pourrait envoyer dans l'espace. Alors l'idée la plus qui avait fait Flores à une époque, qui a complètement disparu, puisqu'il y a un problème de rayonnement solaire, il suffirait d'étendre d'énormes bâches spatiales pour nous protéger du rayonnement solaire, bon, des choses comme ça, ou déplacer un peu la gravité, le centre de gravité de la Terre. Enfin bon.
des choses comme ça. Il y a un vrai mouvement qui est très marginal, mais il y a un vrai mouvement de gens qui considèrent, qu'on appelle donc les géosolutionnistes, les solutionnistes ou les géo-ingénieristes, qui considèrent que vraiment il n'y a pas à s'en faire puisqu'on va trouver des solutions technologiques. En gros, c'est dormez, braves gens, on va bien trouver une solution. Donc, quel est l'impact sur la vie politique de cette écologie radicale? Il pourrait se manifester de deux manières. Les échecs successifs des COP font que les mouvements dont je parlais tout à l'heure, et en particulier les jeunes pour le climat, je rappelle que les marches pour le climat, ça a rassemblé avant la pandémie des centaines de milliers de jeunes. Beaucoup de ces jeunes qui sont très saisis par l'angoisse climatique sont tentés de se dire que, puisque rien n'avance, ça signifie que la stratégie qu'on a mise en place de désobéissance civile non violente, dont la forme la plus courante est la marche pour le climat, ça ne suffit pas. Il faut passer à un stade supérieur. Un stade supérieur, ça voudrait dire une désobéissance civile, pas forcément non violente. Voilà. Ça, c'est un vrai danger. J'explique dans le livre que les services de renseignement sont très inquiets. En Angleterre, Extinction Rebellion est dans le viseur de MI6, qui regarde de très près ce qui se passe. La crainte, c'est évidemment la création de cellules violentes de climato-activistes. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, on pourrait voir apparaître une forme de mouvement social type gilet jaune qui s'emparerait de ces questions-là aussi, avec l'idée que, au fond, ce qui pourrait sembler l'écologie, l'affaire des classes aisées des grandes métropoles, on s'aperçoit aujourd'hui que c'est pas le cas, qu'en fait la dégradation du climat, la raréfaction des ressources et la guerre énergétique qui va s'en suivre, ça touche les plus fragiles. Exemple, si vous avez une raréfaction des ressources fossiles, ça mène inévitablement, et on le voit déjà aujourd'hui, la crise en Ukraine accélère ce phénomène-là, ça mène obligatoirement à une explosion des tarifs de l'énergie. Et ceux qui en souffrent le plus, c'est évidemment les milieux populaires. Donc on pourrait voir apparaître une forme de mouvement social type gilet vert. Voilà. Et puis, la troisième chose qu'on pourrait voir apparaître dans un pays qui se radicalise. Et la radicalité en France, elle s'exprime de plusieurs manières. La plus importante aujourd'hui, c'est la radicalité identitaire. C'est-à-dire l'idée que pour beaucoup de Français, en gros, tout va à volo, tout fout le camp, c'était mieux avant, un petit peu d'ordre, ça fait pas de mal, et voilà, c'est un peu le discours zemmourien. Et qui se base, le discours zemmourien, sur à la fois le sentiment profond des Français que la société française se délite, que la nation française se délite, pour des tas de raisons, et qui se fonde aussi sur l'idée que ce délitement mène à un déclassement social. Et donc, vous avez beaucoup de gens, mais pas seulement dans les classes aisées qui sont, par exemple, qu'on retrouve dans la Manif pour tous. Pour caricaturer, c'est pas seulement les Versaillais, c'est aujourd'hui des milieux populaires qui sont très saisis par cette crise identitaire au sein de la nation, et la crise liée au déclassement social, à l'angoisse du déclassement social. Ça, c'est une crispation très forte dans la société française. L'autre crispation, qui est moins marquée sur la scène politique, mais qui est tout aussi réelle et à mon avis tout aussi importante, c'est la crispation écologique. C'est-à-dire des centaines de milliers de personnes qui pensent que comment se fait-il qu'on nous explique les rapports du GIEC, il y en a un qui est sorti il y a quelques jours, qui est encore plus alarmiste que les précédents, qui sont les rapports du GIEC qui sont à chaque fois plus alarmistes.
Comment se fait-il qu'on nous dise, que les scientifiques nous disent tout va s'effondrer si on ne fait rien, et que malgré tout on ne fasse rien? Ça, pour les gens, il y a une incompréhension totale de ça. Ça veut dire que l'offre politique ne répond pas. Ils ont l'impression que ça ne répond pas, y compris les écologistes, puisqu'on voit bien que Yannick Jadot plafonne à 4-5% dans les intentions de vote. Donc, il y a un espace politique pour une écologie radicale. Une écologie radicale qui pourrait se formaliser sous forme d'une espèce de nouvel arc ou de nouveau pôle de radicalité dans l'espace politique, où on retrouverait des écologistes radicaux qui suivraient par exemple Sandrine Rousseau si elle décide de faire sécession ou de scission au sein d'Europe Écologie Les Verts, et la France Insoumise et une partie de l'extrême gauche, et même la totalité de l'extrême gauche. Puisque il y a un double mouvement qu'on a déjà vu à l'œuvre et qui pourrait, encore une fois, je le dis, se formaliser, c'est les militants écologistes qui deviennent des militants anticapitalistes et des militants d'extrême gauche, des militants trotskistes, révolutionnaires, qui deviennent écologistes. Ce mouvement-là fait que, et à l'épicentre de ça, vous avez la France Insoumise, qui a fait sa mutation écologiste. Et donc on pourrait voir apparaître une nouvelle force politique liant extrême gauche et écologie radicale. Voilà, ça c'est un peu la conclusion du livre, sachant que évidemment le conflit, la guerre aux portes de l'Europe modifie un peu la donne politique, mais que si on regarde l'histoire longue, non seulement je pense à l'issue de cette enquête qu'il y a un vrai espace politique et une vraie résonance dans la société française des thèmes de l'écologie radicale, non seulement ça, mais que il est possible que cette force devienne ce qu'elle n'a jamais été pour l'instant, une force politique. Merci beaucoup.